Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au NAS Synology et plus particulièrement à la sauvegarde en local entre deux NAS. En effet, un NAS ce n'est pas forcément infaillible et il peut arriver parfois que vous ayez un souci avec l'un de vos serveurs et donc même si c'est censé être une solution déjà de sauvegarde à la base avec en plus des possibilités de RAID 1, de RAID 1, de RAID 5 ou de RAID 6 qui sont censés limiter encore les risques, on n'est pas à l'abri, et il est conseillé quand même d'avoir un deuxième serveur moins sollicité qui va lui servir réellement de sauvegarde supplémentaire au cas où le premier serveur aurait un pépin. Alors on n'est pas obligé d'avoir un serveur aussi robuste que le premier, il faut juste qu'on ait la quantité d'espace suffisante dessus pour pouvoir stocker les données qui nous semblent les plus importantes et nécessiter une sauvegarde. Alors dans mon cas par exemple, mon serveur principal c'est un Synology 1813+, donc quelque chose quand même d'un petit peu robuste. Par contre mon serveur de sauvegarde ce n'est qu'un 209J, donc beaucoup plus limité en termes de puissance, mais largement suffisant pour accueillir une sauvegarde et permettre un accès aux données en cas de pépin avec le NAS principal. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une sauvegarde en local sur votre NAS Synology. Alors pour ce faire, vous allez vous rendre sur votre NAS, et vous allez commencer par aller dans la partie ici, menu principal, puis ici dans sauvegarde et réplication. Dans sauvegarde et réplication, c'est là que vous allez créer l'ensemble des tâches de sauvegarde qu'il est possible d'effectuer. Ici vous avez le statut de la dernière sauvegarde, donc là c'est un échec extrêmement relatif, il y a juste un fichier qui n'a pas été sauvegardé à cause d'une coupure de courant trop longue pour permettre à l'onduleur de l'absorber. Donc ça c'est franchement pas grave en soi. Ce qui va être vraiment intéressant, ça va être en fait donc de créer une nouvelle destination de sauvegarde, et une fois que cette destination de sauvegarde est créée, de créer la sauvegarde en elle-même. Donc créer la destination de sauvegarde, ça vous permet en fait de créer une cible, un endroit où vous dites que vous allez vouloir réaliser un certain nombre de sauvegardes. Donc ici, vous voyez, par exemple, on a le 1813 qui est ici deux fois, donc là, par exemple, c'est uniquement des sauvegardes classiques. Et donc, on va pouvoir, par exemple, créer une sauvegarde. Donc, on choisit destination de sauvegarde locale. Sur réseau. Local, c'est vraiment si c'est connecté en direct à votre NAS, donc sur le réseau. Suivant. Ici, dans l'adresse du serveur, donc on va mettre déjà que c'est un serveur de type R5. Alors pourquoi R5 et pas un serveur de type Synology ? Parce que si vous mettez un serveur de type Synology, alors l'avantage c'est que vos données sont totalement sécurisées et inaccessibles par l'administrateur du serveur de réception. Donc si par exemple vous avez un ami ou un membre de votre famille en qui vous avez pas suffisamment confiance pour être sûr qu'il aille pas mettre son nez dans vos données, et ben vous pouvez y sauvegarder vos données de cette manière-là, et elles sont cryptées, ne sont pas lisibles. L'inconvénient, par contre, c'est qu'effectivement, ça ne vous est utile qu'en cas de problème sur un disque dur qui vous empêcherait ensuite de récupérer vos données parce que la reconstruction du RAID ne serait pas bien. Ou là, vous allez donc pouvoir aller rechercher les données de manière automatisée sur votre cible. Par contre, si vous avez votre NAS en lui-même qui rend l'âme, comme ces données sont liées à ce NAS-là et pas à un autre NAS, vous ne pourrez plus jamais les récupérer. Et vous allez vous retrouver donc extrêmement embêté avec une sauvegarde qui ne vous sert à rien. Donc moi j'ai tendance à vous conseiller quand même de passer par une sauvegarde R5, la R5 ayant pour principal avantage en fait d'être une sauvegarde en clair, c'est-à-dire que ça copie les fichiers tels quels, avec les dossiers tels quels, l'arborescence telle quelle, et les fichiers sont parfaitement navigables et visualisables même quand vous n'êtes pas celui qui est à l'origine de la sauvegarde. L'inconvénient donc c'est la sécurité, il faut avoir parfaitement confiance en l'administrateur du serveur, ou alors que ce soit votre propre serveur. Ensuite, ici, on va rentrer l'adresse IP du serveur sur le réseau. Donc si on clique sur la petite flèche comme je viens de le faire, il va essayer d'analyser tous les serveurs qui peuvent être sur le réseau. Donc là, comme mon 209J est éteint, ça va pas fonctionner, mais sinon il m'aurait listé le 209J. Donc là, on va simplement taper son IP interne. Et ensuite, c'est là que ça devient un petit peu embêtant. Quelle que soit la manière que vous avez choisie, il va falloir utiliser le mot de passe admin, obligatoirement. Ce qui fait que quand vous voulez sauvegarder sur le NAS de quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez être obligé de passer par une sauvegarde admin en R5,
là où la sauvegarde entre deux Synology se fait uniquement avec des comptes utilisateurs classiques. Et donc c'est là aussi qu'il faut avoir particulièrement confiance en la personne avec qui vous faites des sauvegardes croisées ou non, puisque vous allez devoir avoir son mot de passe admin, donc elle va devoir vous le donner, et si elle fait des sauvegardes sur votre NAS, et ben vous allez devoir lui donner votre mot de passe admin. Donc il faut vraiment que ce soit un ami très proche, ou un membre de la famille en qui vous avez pleinement confiance, ou encore une fois que les deux serveurs vous appartiennent. Donc on va rentrer les informations admin, le mot de passe, on va mettre donc ici le nom de la destination de sauvegarde, donc par exemple on va l'appeler 209J Hugo, puisque c'est le 209J de moi-même, donc de Hugo. Et en module de sauvegarde ici, en fait, il va falloir indiquer ici donc que vous voulez la sauvegarde en AirSync. Donc là ça ne peut pas s'afficher parce que la connexion échoue puisque le NAS est éteint. Ensuite vous allez faire appliquer, et vous allez vous retrouver comme ceci, avec donc une destination de sauvegarde. Donc une destination de sauvegarde qui vous redonne le nom que vous lui avez donné, donc ça peut être effectivement 209J, et l'adresse où elle se situe. L'avantage de créer une destination de sauvegarde et pas une sauvegarde, c'est qu'ensuite vous allez pouvoir créer plusieurs sauvegardes différenciées. Je m'explique. Là vous allez ensuite aller dans sauvegarder, et soit vous créez une tâche de sauvegarde de données ici, en disant directement une destination de sauvegarde réseau et vous redonnez toutes les informations, soit vous allez directement choisir la destination de sauvegarde que vous voulez. Et donc vous allez pouvoir dire par exemple, bah voilà, je veux que ça aille sauvegarder sur cette destination-là, et vous n'avez aucun paramètre à redonner. Tous les paramètres sont dans la destination. Donc là c'est vraiment pour un usage récurrent avec des sauvegardes qui peuvent être amenées à évoluer dans le temps. Si par contre c'est vraiment une sauvegarde ponctuelle, vous voulez envoyer une fois vos données sur un serveur précis, bah vous pouvez directement créer votre tâche de sauvegarde comme ici. Et ensuite quand vous allez faire suivant, vous allez dire ici quels sont les dossiers que vous souhaitez sauvegarder, et vous avez éventuellement la possibilité de donner des sous-dossiers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de sauvegarder par exemple tous les jeux que vous avez enregistrés, ça c'est toutes mes sauvegardes Steam par exemple, mais par exemple uniquement, je ne sais pas moi, Batman Arkham Asylum et Cities in Motion 2 par exemple. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir sélectionner uniquement ces sous-dossiers-là, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé, voilà, de tout sauvegarder. Vous pouvez par contre effectivement tout sauvegarder, et là, c'est là que ça devient amusant, c'est que vous ne pouvez pas sélectionner l'intégralité du volume. Si vous voulez sauvegarder par contre l'ensemble des dossiers de l'ensemble des utilisateurs, eh ben vous êtes obligé de les sélectionner un par un. Et le shift, comme vous le voyez, ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si je me mets ici, et que je reclique ici, vous voyez, ça ne me fait bien que de la coche ou de la décoche. Donc si vous avez quelque chose comme 300 ou 400 utilisateurs sur votre serveur, et vous êtes obligé de cocher les 300 ou 400 dossiers que vous souhaitez sauvegarder. Donc on va en choisir un, on va faire suivant. Ensuite on va avoir le choix de sauvegarder des paramètres d'application. Donc là par exemple si je choisis MariaDB, ça va me sauvegarder mes bases de données MariaDB. Si je choisis Photostation, ça va me sauvegarder toutes mes miniatures, mon arborescence, les commentaires qui ont pu avoir lieu sur Photostation, etc. Pour le VPN serveur, pareil, ça va me sauvegarder les paramètres de fonctionnement du VPN. Je vais ensuite faire suivant. Et là quand le chargement se lance, il essaye en fait de contacter la source de sauvegarde que vous avez créée, enfin la destination de sauvegarde. Donc là forcément l'accès à la destination de sauvegarde a échoué, puisque comme je vous le disais, le deuxième serveur est éteint. Simplement une fois que vous avez fait ça, c'est bon, votre tâche de sauvegarde est créée. Et simplement quand vous allez être sur une tâche de sauvegarde, vous allez en fait dans modifier. On va attendre que ça charge. Voilà, dans modifier, vous allez pouvoir surtout la programmer. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que au-delà de la première sauvegarde qui va être lancée, vous allez pouvoir dire en fait quand est-ce que vous voulez qu'elle ait lieu, et si vous voulez qu'elle ait lieu de manière récurrente, de manière automatisée. Donc là par exemple, vous voyez, chaque semaine, le samedi soir, à minuit, ou en fait le dimanche matin à minuit, ça dépend comment vous le voyez, eh bien vous allez avoir automatiquement une sauvegarde qui va se lancer, et donc il y a en parallèle un paramétrage qui fait que le NAS s'allume une demi-heure avant de manière automatisée, le NAS destination de sauvegarde, donc le 209J s'allume automatiquement pour pouvoir absorber la sauvegarde, et c'est moi qui l'éteins manuellement une fois que la sauvegarde est terminée. Paramètres de la tâche, ici vous allez pouvoir donc lui donner des noms qui vont se retrouver ensuite sur le serveur de destination, et vous allez également pouvoir en fait activer un certain nombre d'options
dont par exemple le cryptage du transfert. Le cryptage du transfert va ralentir la connexion, surtout sur le 209J qui va devoir décrypter les données avant de les écrire, et le 209J est particulièrement peu véloce dans ce domaine-là. Par contre, ça peut être intéressant pour de la sauvegarde distante qui passe effectivement par Internet. Vous allez donc crypter les données qui sont échangées pour éviter qu'elles ne soient trop facilement accessibles par quelqu'un. Réserver les fichiers à la destination va vous permettre, comme son nom l'indique, en fait, de laisser les fichiers qui sont sauvegardés à leur emplacement, même quand ils sont supprimés par la source. En effet, on est sur le principe d'une sauvegarde incrémentale, et donc si par exemple je supprime des photos de mon dossier photo sauvegardé, au moment de la sauvegarde, il va envoyer les nouvelles photos, mais il va aussi aller supprimer de la destination les photos qui ont été supprimées initialement. Si je mets réserver les fichiers sauvegardés et que je le coche, les fichiers qui seront supprimés de la source seront conservés sur la destination de sauvegarde, et vous allez donc vous retrouver avec une vraie copie de sauvegarde qui fait que si vous avez supprimé par inadvertance un fichier, vous allez pouvoir le retrouver dans votre sauvegarde. Activer la sauvegarde des métadonnées, donc ça c'est essentiellement pour sauvegarder les métadonnées des images. Activer la sauvegarde des miniatures, c'est pareil, c'est les miniatures des images, etc. La compression du transfert, ça c'est toujours bon quand vous avez un NAS qui est suffisamment rapide pour calculer la compression et la décompression. Sinon vous risquez en fait d'avoir une connexion qui soit pas beaucoup plus rapide, parce que si le NAS perd plus de temps à décompresser les données qu'à les recevoir en brut par rapport au tuyau qui vous est offert entre les deux NAS, c'est pas forcément intéressant. Et la sauvegarde au niveau des blocs va vraiment vous permettre en fait de sauvegarder au niveau des blocs sans tenir compte des types de fichiers. C'est censé permettre d'accélérer un petit peu aussi la sauvegarde. Et ici donc, vous allez mettre le nombre de versions que vous voulez conserver, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir par exemple 5 versions de vos fichiers, vous allez mettre 5 ici, et donc quand vous allez modifier un fichier, ça va garder les 5 versions, les 5 dernières modifications lors des 5 dernières sauvegardes. C'est très intéressant pour disposer d'une historisation des modifications. Par contre, ça prend forcément plus de place, puisque chaque fichier modifié peut prendre jusqu'à 5 fois son volume au lieu d'une seule. Voilà, ici dans les applications, on a de nouveau les applications qui peuvent être éventuellement sauvegardées en même temps, et donc dans les dossiers, on peut venir changer les dossiers qui étaient sauvegardés pour en sauvegarder d'autres, ou au contraire retirer certaines sauvegardes, voilà. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour créer et organiser une sauvegarde en local. J'espère que cette vidéo vous aura été utile dans l'usage de vos NAS, puisqu'il en faut au minimum 2 pour que cela fonctionne. Sachez simplement que la compatibilité R5 fonctionne aussi avec des PC sous Windows, puisque c'est un protocole Microsoft, le R5, et donc vous avez la possibilité en fait de transformer un PC classique en serveur AirSync si vous voulez en fait l'utiliser comme destination de sauvegarde de votre NAS. Voilà, encore faut-il donc que les données ne soient pas déjà sur l'ordinateur en question quand vous les sauvegardez une première fois sur votre NAS, sinon cela n'a aucun intérêt. J'espère en tout cas donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, pensez au petit pouce vert, vous avez comme d'habitude de quoi vous abonner à la chaîne et de quoi me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos en rapport avec les Synology et bien sûr le reste des technos et de la photo. Bye bye.